Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Anecdoc, le podcast du festival Off de l'hôpital, dans lequel les médecins prennent le micro et tombent la blouse. Pour vous, ils racontent leurs joies et leurs doutes autour d'une anecdote bien réelle. Je m'appelle Charlotte, je suis médecin en cancérologie et j'ai à cœur de vous accompagner dans l'intimité de ma profession. Bonjour Elisabeth. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir répondu présente pour faire ce podcast. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur Anecdoc. Alors, tu vas te présenter, donc tu es médecin cancérologue en soins palliatifs. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots un peu en quoi consiste ta spécialité ? Avant d'être du soin palliatif, je pense que c'est avant tout de l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est médecin d'accompagnement et de soins palliatifs. Donc je fais beaucoup de soins de support aussi, tout ce qui s'attache à aider les personnes malades à supporter ou à traverser l'épreuve de la maladie ou l'épreuve des traitements. Et puis, quand on ne peut pas traiter ou quand on sait qu'on va aller vers la fin de vie, et les accompagner eux et leurs proches le mieux possible. Et ça fait le lien avec prendre le micro et tomber la blouse, parce qu'on parle beaucoup avec nos malades, on écoute beaucoup. Et finalement, c'est notre part humaine plus que ma blouse qui les accompagne, je pense. Voilà. Et alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quelle est l'anecdote que tu veux nous raconter ? Est-ce que tu peux replanter le décor pour qu'on se resitue bien ? Alors oui, j'ai beaucoup réfléchi. D'abord, merci beaucoup de me donner cette opportunité-là. On en a plein des anecdotes, je pense, sur un peu plus de 20 ans de médecine. Des plus ou moins gaies, des plus ou moins simples. Et en fait, oui, j'en ai une qui m'a beaucoup plu, qui se situe dans un hôpital général, en proche province parisienne. J'y exerçais en tant que médecin cancérologue, assez généraliste. Et voilà, et donc ça se passe là, dans un hôpital général. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je crois savoir que c'était un week-end. Donc, raconte-nous. Alors, c'était un week-end. En fait, j'avais l'habitude... souvent, j'étais assez proche des familles et des malades. Et du coup, beaucoup avaient soit mon téléphone perso, soit... Voilà, enfin, la plupart d'ailleurs. Et ce malade avait nécessité une réhospitalisation dont j'avais été au courant. Et j'étais pas là la semaine, mais il avait été réhospitalisé dans ce service pour un problème d'AVC. C'était un patient ORL... avec une fille que j'aimais beaucoup, qui avait 35 ans à peu près, ou à peu près mon âge à l'époque. Et donc, sachant qu'il était réhospitalisé, n'étant pas là pendant la semaine, en fait, je me suis dit, je vais passer le week-end et je vais passer samedi pour le voir. Et donc, je suis passée le voir le samedi. Et je suis passée, j'avais à l'époque une fille, ma dernière, qui avait à peu près 4 ans et demi. Et comme elle venait très souvent avec moi à l'hôpital, qu'elle connaissait le service, qu'elle connaissait les infirmières, les équipes, enfin voilà, je ne me suis pas posé la question, je l'ai embarquée, on est parti, on est arrivé dans le service. Et là, donc au bout du couloir, c'est souvent comme ça en fait, les choses, il n'était pas dans sa chambre, mon malade, il était dans le couloir en train de déambuler. Et donc au bout du couloir, j'ai vu mon malade avec mon malade, quoi, comme il était d'habitude, sauf qu'il avait... Donc c'était un malade ORL, un peu après les traitements quand même, avec une déformation du cou sur la radiothérapie, une petite déformation de la mâchoire. Je dis toujours bavouillon, mais voilà, c'est un malade qui n'arrivait pas à avaler sa salive. Il avait une sonde d'alimentation, il avait sa perf, il avait une sonde urinaire qui tenait à la main. Ouais. Et il rayonnait de joie, parce que ces malades, quand tu viens les voir alors qu'ils s'y attendent pas et que tu es dans une belle relation, ils sont contents, quoi. Donc voilà, donc il m'a accueilli comme ça, très... Et puis j'avais ma fille à main gauche, ça je me souviens très très bien. Et donc il s'est approché très très naturellement, il s'est penché vers ma fille, il a embrassé cet enfant. Et au moment où il l'a embrassé, je me suis dit, ah ouais, là quand même comme maman, t'abuses un peu quand même. Pourquoi ? Parce que je pense que, en fait, c'est pas qu'on banalise, mais en fait, nous, on voit le malade, on voit la personne, et on oublie qu'il y a les tubes, les tuyaux. Enfin, voilà, on oublie que... Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'on soigne pas les gens pour les mettre dans un coin. Donc, je pense que je ne vois plus. Je vois pas les lunettes chez quelqu'un que je rencontre, et je vois pas la sonde gastrique chez quelqu'un que je soigne. Enfin, on voit l'être humain, on voit la relation qu'on a, mais on voit pas tous ces trucs physiques. Et au moment où il s'est penché vers ma fille, je pense que ça fait comme un déclic, là, que tu te dis... ah ouais, quand même, enfin, il est modifié, quoi. C'est un homme qui est peut-être pas si facile à voir pour une minette qui a 4 ans et demi, quoi. Et donc, ça m'a vraiment télescopé, là, pour le coup, ouais, télescopé la réalité du médecin et la réalité de la maman qui se dit peut-être que là, quand même, c'est un peu trop pour une petite fille, quoi. Voilà.
Donc ton patient, il avait un cancer oral, il s'était fait opérer, il était un peu difforme comme tu dis. Quand il s'est approché de ta fille et qu'il a eu cette proximité physique avec elle, ça a quand même fait une réaction de mère finalement chez toi. Plus de médecin mais de mère, donc tu passes de l'un à l'autre un peu. Comment tu cloisonnes pas du tout vie personnelle, vie professionnelle, tu switches de l'un à l'autre comme ça facilement, ou est-ce que c'est cette histoire justement qui t'a fait prendre conscience que il fallait peut-être séparer les deux, notamment avec les proches? C'est compliqué en fait, je cloisonne, enfin... J'avais l'habitude, quand j'exerçais en cancérologie et pas en soins palliatifs, j'avais l'habitude de dire que j'avais quand même un vrai rideau de fer. C'est-à-dire que quand je rentrais, j'essayais, spontanément, je pense, je parlais pas forcément de mon métier. Il y a un vrai cloisonnement parce que la vie t'embarque et que la vie de la maison et la vie des amis et la vie de ta vie culturelle, c'est pas la vie de la médecine. Donc c'était assez cloisonné. En revanche, je fais partie de ces médecins qui rêvent de ces malades régulièrement la nuit et qui pensent que le jour où j'en rêverai pas, il faudra que j'arrête ce métier. Donc c'est vrai que c'est pas un vrai cloisonnement en fait. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai jamais considéré que c'était un interdit d'emmener ma fille à l'hôpital quand elle était jamais gardée petite. C'était soit son père, soit moi. Et donc, quand il n'était pas là, je l'emmenais avec moi. Et j'ai jamais considéré que c'était un univers dans lequel elle pouvait pas rentrer. Donc ça, voilà. En revanche, oui, je cloisonnais quand même pas mal. Après, il y a eu des moments où on cloisonne moins parce qu'à certains moments de mon exercice, par exemple, je validais mes chimiothérapies de la maison. Donc, parfois, ça s'intrigue un peu. Et aujourd'hui, en soins palliatifs, je dirais que c'est peut-être encore moins cloisonné parce qu'on exerce plus, ce que je disais tout à l'heure, un peu moins avec sa blouse et un peu moins avec ce qu'on est comme personne, quoi. Mais il y a quand même un cloisonnement, sinon je pense que c'est pas tenable en fait. Ouais, si tu vas voir une expo avec tes amis ou ta famille et que tu penses à tes malades, à un moment donné, ça résonne trop. Enfin, je pense qu'on peut pas tenir. En tout cas, il y a un cloisonnement émotionnel. Ouais, ça c'est sûr. Et après, donc pour en venir sur cette anecdote, quand tu as vu un peu cette scène qui t'a émue en tant que mère, tu as eu une réaction particulière ou tu as vraiment laissé les choses se faire? J'ai laissé les choses se faire. Je fais confiance aux personnes pour être ce qu'elles sont, et voilà, donc j'ai laissé les choses se faire, et ce monsieur était très accueillant, et je pense que ce que l'enfant a ressenti, c'est ça, elle a ressenti l'accueil, elle a pas, je pense pas, elle a pas eu de mouvement de recul. Après, par contre, elle est toujours restée vraiment à côté de moi, elle a pas déambulé, elle a quand même été assez réservée pendant cet entretien, voilà. Mais ça n'a pas duré très longtemps non plus, C'était un entretien pour dire bonjour, pour dire que j'étais là et que je pensais à lui, donc... Voilà. Et vous en avez débriefé après avec ta fille juste après ou plus tard? Juste après, je me souviens lui avoir expliqué que j'avais peut-être trouvé ça un peu difficile et que peut-être ce monsieur, avec la médecine autour, la technique, les tuyaux, entre guillemets, c'était pas facile à voir pour elle. Je me souviens pas du tout de sa réponse. Mais j'ai l'impression que c'est passé en fait dans le flux de plein d'autres choses. On a une relation très confiante avec cet enfant, qui l'est encore aujourd'hui. La relation, elle est plus enfant, mais qui était très confiante. Et je pense que au fond de moi, je me dis qu'elle devait savoir que si elle avait été là, c'était de toute façon pas pour créer du mal. C'était forcément quelque chose qui était quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'elle m'accompagne. Je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas la laisser à la maison, et je n'aurais pas fait le choix de ne pas aller voir mon malade. Donc de toute façon, dans ce cas-là, tu l'embarques. Et en même temps, en disant tout de suite que, voilà, finalement, un tuyau, c'est qu'un tuyau. La personne, elle reste la personne, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça, oui, on a débriefé tout de suite. Et c'est resté quand même dans un coin de ma tête parce qu'on a débriefé beaucoup plus tard, quand elle avait à peu près 14-15 ans. Et en fait, quand moi, je lui ai rappelé et que je lui ai demandé si elle s'en souvenait, elle ne s'en souvenait pas. Donc, je me dis que, voilà, c'est peut-être passé dans le flux de la vie. Et voilà, et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui pas du tout à distance de la différence. Enfin, elle va pas être... en retrait ou heurté par quelqu'un qui est par exemple malade ou qui présente des signes physiques de maladie. Et donc voilà, je pense que ça a fait partie de son parcours. Ouais. Et le fait de revenir à l'hôpital comme ça, c'est assez surprenant. Alors il y a des médecins qui le font, mais là bon, t'étais pas en poste ce week-end-là, t'es vraiment revenu sur ton temps libre. Si j'ai bien compris, c'était pas particulièrement pour ce patient, mais pour beaucoup de tes patients, tu as cet investissement en fait supplémentaire. Particulièrement en soins palliatifs peut-être, plus qu'en cancérologie. Enfin, comment tu... je crois que je l'avais plus en cancérologie parce que j'exerçais plus seule. C'est-à-dire que aujourd'hui en soins palliatifs, en fait, il y a des équipes d'onco
très présent. Il y a un tour de garde, donc il y a des médecins de garde. Moi, j'ai la chance d'être dans une équipe aussi où on est 3 médecins à exercer le soin palliatif dans la même unité. Donc je pense qu'il y a plus de rotation et je m'autorise plus à penser que quelqu'un d'autre, enfin m'autorise, c'est même pas s'autoriser, mais dans une certaine exigence, entre guillemets, de soins avec les malades, je pense que d'autres peuvent faire ce que je ne ferais pas si je suis pas là. Et je pense que c'est bien. Enfin, je suis pas un médecin qui veut tout faire, tout verrouiller. Je pense pas que je suis la seule à pouvoir faire quelque chose pour un malade, même dans une relation forte. Mais à ce moment-là de mon exercice, et pendant une assez grande partie en fait de mon exercice médical, j'ai souvent été le seul onco d'une équipe. Et donc dans ce cas-là, tu es le seul à porter ta discipline. Du coup, tu peux pas demander à quelqu'un de passer le week-end si toi tu passes pas. Donc c'est ça aussi. Et donc effectivement, dans cet exercice-là, oui, je revenais volontiers le week-end ou voilà, même si j'étais pas loin en vacances et qu'il fallait que je passe parce qu'un malade venait d'être hospitalisé, je passais. Je ne passais pas forcément longtemps, mais je passais parce que c'était une façon aussi de dire voilà, vos soins, ils sont coordonnés par quelqu'un et ce quelqu'un coordonne pour de vrai. C'est pas. Il y a une présence. Il y a une vraie présence. Pour en revenir sur ta fille, tu disais tout à l'heure qu'elle n'était pas indifférente aux personnes qui pouvaient être atteintes d'un handicap ou pas, ou autre. Est-ce que tu penses que c'est un peu à travers ce qu'elle a vécu grâce à toi, en fait, dans ton métier, en venant à l'hôpital, qu'elle est devenue comme ça? Est-ce que tu penses qu'il y a une transmission particulière de valeurs ou d'une appétence particulière, peut-être pour le soin des personnes qui sont fragiles? Alors, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la part de sa personnalité. Hein, c'est une vraie grâce, cet enfant. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est d'elle et ce qui est probablement aussi de son milieu, hein, d'une certaine assimilation des valeurs de ses deux parents d'ailleurs. Mais je pense qu'elle a quand même l'idée que c'est plutôt une bonne et belle chose de s'occuper des autres. Quelle que soit la façon dont on s'occupe des autres, il n'y a pas que les médecins qui prennent soin des autres. Et oui, ça, je pense qu'elle l'a sans doute acquis en grandissant au contact dans un modèle familial, oui, sûrement. D'accord. Alors passons un peu, tu nous as parlé des soins palliatifs. Est-ce que tu peux définir ce que c'est les soins palliatifs? C'est très flou, en plus avec la médiatisation actuelle de toute la relecture des lois bioéthiques, de la question de l'euthanasie, tout ça, on pourra en discuter. Est-ce que tu peux juste déjà définir cette activité-là? Alors, les soins palliatifs, on pourrait dire que c'est des soins d'accompagnement actifs qui sont délivrés à une personne atteinte d'une maladie grave, incurable, éventuellement au cours de ces soins spécifiques ou quand ces soins sont terminés seuls, pour accompagner tout ce qui va être symptômes et j'allais dire souffrances, incluant les souffrances existentielles ou spirituelles. D'accord, souffrance physique, existentielle, spirituelle. Et c'est une activité que tu pratiques depuis combien de temps maintenant? 4 ans. 4 ans, d'accord. Comment tu construis ta relation avec tes patients, tant en soins palliatifs qu'en cancérologie? Disons sur la première annonce, par exemple, enfin la première consultation que tu as avec eux, la première fois que tu les vois, la rencontre, et la consultation d'annonces difficiles, parce que j'imagine qu'en soins palliatifs, il y en a des annonces difficiles. Ouais. Alors, c'est vraiment 2 exercices très différents. C'est une chose que j'ai apprise en soins palliatifs aussi. Quand j'exerçais en onco, la maladie, c'est une succession d'annonces. Donc, tu as une première annonce que tu vas faire en plusieurs temps, mais malgré tout, tu as une succession d'annonces. Donc, tu as l'annonce de la maladie, parfois tu as l'annonce d'un risque génétique, tu as l'annonce d'une rechute, tu as des belles annonces, l'annonce d'une vraie rémission, l'annonce de « ça fait 10 ans, vous êtes guéri ». Enfin, c'est vraiment une succession, plus ou moins simple et plus ou moins belle. Le soin palliatif, on arrive... on n'est pas le médecin référent et souvent on n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à un moment où finalement il y a de la déception, voire de la colère, parce qu'on n'est pas traité, on ne va pas guérir, peut-être on va mourir assez vite et on n'avait pas compris. Enfin voilà, du coup, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, sincèrement. Je trouve que ça prend beaucoup d'énergie. Et ça se fait à petits pas. Et comme pour tout exercice de l'annonce, on ne peut pas toujours ni tout dire en une fois. Donc, je pense que le soin palliatif aussi, c'est des annonces un petit peu. C'est une structuration de temps différent. Et c'est une temporalité très différente. Parfois, on a des malades en soins palliatifs qu'on peut accompagner, 6 mois, 8 mois, 18 mois. Et puis, on a parfois des gens qu'on va accompagner 4 jours ou 5 semaines. Donc cette temporalité nous oblige aussi à construire nos annonces en fonction de ce qu'on suppose du temps qu'on va avoir, un peu, enfin que la personne va avoir aussi. Donc
construction très progressive en fait, avec la temporalité du patient, c'est ça? Ouais. Sa temporalité, ce qu'il est capable d'accueillir comme difficulté ou pas. Même en soins palliatifs, je pense qu'il n'y a pas d'obligation à dire à quelqu'un qu'il arrive au bout, à donner des délais. Il n'y a pas d'obligation non plus. Il n'y a pas d'obligation du tout. Je pense qu'il y a un relationnel qui se fait et on essaye d'être à côté. En soins palliatifs, on a coutume de dire qu'on doit être ni derrière ni devant. C'est-à-dire vraiment être à côté, là où est le malade. C'est pas toujours facile et c'est pas toujours gagné, mais si on arrive à faire ça, je pense qu'on aide vraiment la personne. L'anecdote que tu nous as racontée, elle parle un peu de l'humanité du patient, puis de ton humanité de médecin aussi. Donc, tu as vraiment tombé la blouse pendant cette anecdote-là complètement. Pourquoi tu l'as choisie? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Peut-être comme un hommage à ce monsieur aussi. C'est-à-dire, lui aussi, finalement, il était capable d'oublier qu'il était quelqu'un qui était peut-être pas facile à voir de l'extérieur. Et en fait, en allant vers une enfant comme ça qui connaît pas spontanément et en transmettant à l'enfant finalement la relation qu'il a avec la maman, parce qu'en allant embrasser ma fille qu'il connaît pas, finalement, il me dit quelque chose à moi aussi. Et finalement, que lui soit capable de faire ça aussi et de pas rester en retrait. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que c'est aussi une façon de rendre hommage. Et je trouvais que c'était une belle personne et que c'est joli de lui rendre cet hommage-là aussi. Le fait que tu sois en contact quand même régulièrement, surtout en soins palliatifs, j'imagine en cancérologie c'était déjà le cas, mais surtout en soins palliatifs avec la souffrance des gens, la problématique de la fin de vie, des questionnements difficiles, la réconciliation avec la famille, enfin tout ce que ça soulève en fait comme spécialité. Est-ce que tu arrives à garder une espèce d'insouciance dans la vie, une espèce de joie? Parce que je pense que les gens qui nous écoutent, ils se disent que les soins palliatifs, c'est forcément très terrible. C'est comme ça que c'est un peu dépeint dans les médias. Et bien sûr. Finalement, c'est quoi ton témoignage, toi qui es dedans? C'est pareil, je pense qu'il y a une temporalité différente. Il y a des moments où on est probablement un peu plus grave qu'on ne devrait l'être, parce que même si on cloisonne émotionnellement, on puise dans nos réserves émotionnelles. Et du coup, il y a des moments où, oui, elles sont probablement un petit peu mises à plat. Après, la vie aussi nous ressource. Je pense sincèrement que ça doit être très difficile, voire impossible, d'être un médecin de soins palliatifs sans avoir une vie riche à côté. Donc riche émotionnellement, spirituellement, culturellement. Je pense qu'il faut être capable de donner de la vie ailleurs et pas forcément que à l'hôpital. Et puis de recevoir des cadeaux humains de nos proches. Et puis, il y a des moments où, oui, je pense qu'au contraire, finalement, on se dit quelle chance, quoi. Quelle chance qu'on puisse faire quelque chose de beau, que ça nous entame pas. Dans le soin palliatif, il y a quand même, il y a quand même de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qu'on peut donner sans jamais le vider. On a un réservoir qui sera jamais vide, même si on a donné beaucoup. Donc, c'est aussi cette confiance-là de se dire, en fait, ce que je donne ne m'entame pas. Parfois, c'est triste, mais ça ne m'entame pas. Donc, en fait... je pense que c'est ça aussi qui fait que ça se renouvelle. Et puis essayer, nous on a la chance d'avoir en soins palliatifs une quasi-obligation d'avoir une supervision de pratique avec un psy quelque chose, un psychanalyste ou un psychiatre. Moi j'ai eu la chance de faire ça très tôt dans l'exercice de ma médecine, dans l'apprentissage même interne, on avait déjà des psychiatres avec nous. Et du coup, là, une fois par mois, on a aussi une psychanalyste qui vient avec nous pour l'équipe de soins PAL. Donc, on est 3 médecins et 3 infirmières quand on est tous là, voire l'interne quand on a un interne. Et là, on déplie vraiment des situations cliniques qui nous ont particulièrement émus ou sur lesquelles on a eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Comme dans toute médecine, on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait ou de ce qu'il faudrait. Et du coup, je pense que ça aussi, ça nous aide de pas rester avec une besace qui se remplit, qui se remplit, et puis on craquera un jour, quoi. Donc régulièrement, il faut déplier, voir ce qui nous a fait du mal, voir ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on n'a pas fait, et probablement pas reproduire des choses qui nous ont fait du mal ou qu'on a... Et je pense que ça permet de rester dans une vraie ouverture, c'est-à-dire qu'aller voir un médecin, un malade de soins PAL sans avoir une vraie ouverture humaine, juste techniquement, comme on peut faire un jour où on est fatigué en cancéro, on fait une annonce, on a un traitement à proposer, tout ça, on peut le faire même si on est KO. Le soin PAL, tu peux pas vraiment faire ça parce que ce que tu dois donner, c'est avant tout, il y a une compétence vraie, technique, c'est indéniable, mais ce que tu dois donner, c'est un vrai support. C'est un dire, moi je pense que quand il n'y a pas grand-chose à faire en médecine, il y a aussi à faire d'entourer, d'aimer, quoi.
Tout à fait. Et du coup, la question qui vient, c'est pourquoi tu as switché de la cancérologie aux soins palliatifs? Est-ce que c'est juste une opportunité ou est-ce que c'est vraiment un choix que tu avais fait à ce moment-là? C'est les deux. Je pense qu'à un moment donné, c'est les deux. Je cherchais sincèrement à arrêter la cancérologie pour des tas de raisons. C'est pas toujours facile d'être en phase tout le temps dans un milieu professionnel. C'est un milieu très changeant. La formation continue, c'est pas toujours facile non plus, donc on n'a pas toujours l'impression qu'on va être à la hauteur toute sa carrière. Et puis à un moment donné, je pense qu'on reconnaît chacun les talents qu'on a, et mon talent n'était pas forcément de continuer à prescrire des chimiothérapies. Et puis ça me... Je sais pas comment dire ça. Parfois, ça vient heurter des convictions personnelles. C'est-à-dire que la réponse thérapeutique avec un traitement, qui est quand même un peu la réponse poussée, proposée, si tu travailles dans une équipe où il y a plusieurs médecins, c'est un peu la réponse correcte en ce moment dans notre pays, ce qui ne serait pas forcément le cas ailleurs. À un moment donné, je crois que j'arrivais plus bien à faire, j'avais plus envie de faire ça. J'avais l'impression que c'était plus adapté à ce qui se passe parfois dans la réalité de la vie des gens, quoi. Et du coup, en considérant que finalement ce que me renvoyaient les malades, c'était ce que j'étais capable de leur donner comme accompagnement, j'ai pensé que ça serait le moment, après 20 ans, 19 ans d'exercice de la cancérologie, que ça serait le moment d'extraire peut-être plus ce talent-là, d'acquérir d'autres compétences dans le traitement de la douleur, enfin de me reformer sur d'autres choses, et de faire du cœur de mon métier, que le cœur de mon métier devienne l'accompagnement des personnes. Voilà. D'accord, donc le switch s'est fait très naturellement parce qu'on en fait déjà un peu en cancérologie du soin de support. On en fait beaucoup. Ouais, et en tout cas, on travaille étroitement avec les médecins de soins de support. Ouais. Est-ce que maintenant que tu as quelques années d'expertise en soins palliatifs, ce que tu vis aujourd'hui avec les patients, tu t'y attendais quand tu as choisi de prendre cette voie-là? C'est pareil, c'est un peu difficile de répondre à la question. D'une certaine façon, oui, je savais vraiment à quoi je m'attendais. J'ai découvert combien c'est difficile d'arriver trop tard. C'est-à-dire que parfois, tu ne seras jamais légitime parce que finalement, tu arrives trop tard dans le parcours et ce que tu as à faire, tu n'as pas le temps de vraiment le construire et du coup, il va se passer des choses, mais c'est quand même un peu chaotique. Alors que le soin palliatif que tu fais avec ton malade en cancéro, il est intégré déjà dans un parcours avec une équipe. Enfin, voilà. Donc, parfois, cette impression qu'il y a un relais qui se passe de l'oncologue référent au médecin de soins palliatifs est quelque chose de violent pour le malade, la famille, mais aussi pour moi. Et donc ça, je m'y attendais pas. Et puis là, j'exerce dans un centre hautement reconnu comme un centre d'excellence, par exemple, dans les cancers du sein. Et du coup, on a des malades différents d'un centre plus généraliste. Donc, on a... on a plus de situations complexes, on a plus de sujets jeunes. Donc forcément, quand tu fais que du soin palliatif, tu n'as à gérer que du soin palliatif complexe. Donc finalement, ça, j'avais pas vraiment mesuré que ça allait être aussi concentré. C'est-à-dire que voilà, il y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'histoire facile, quoi. Et donc, ça, j'avais probablement pas mesuré. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut il faut conscientiser ça pour pas devenir un peu rigide, un peu mécanique. La mort n'est pas mon métier, quoi. Donc, voilà, il faut quand même travailler pour rester vraiment dans cette ouverture, dans cette sensibilité, dans cet accueil. Et ça me demande plus de travail et d'effort que ce que j'avais anticipé. Oui, c'est vrai que la rigidité, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les médecins, beaucoup en cancérologie. Cette carapace que les médecins créent au fur et à mesure. On les voit, nous, en tant que jeunes médecins, les vieux, qui parfois se créent des carapaces, c'est difficile. Tu sens vraiment ce mouvement-là, toi, quand tu pratiques, là, de te protéger, en fait, et puis finalement de devoir te réouvrir, donc de faire l'effort de le faire? Chez moi, spontanément, c'est peut-être un peu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je dois faire l'effort de me refermer, en fait. C'est plutôt l'inverse, en fait. Mais comme je sais que si c'est trop ouvert, à un moment, ça va être trop coûteux, pour moi, psychiquement, physiquement, probablement. Alors, je fais l'effort... il y a la supervision, puis même parfois d'autres rencontres avec d'autres psychiatres. Mais ouais, je fais l'effort de mesurer l'angle d'ouverture. Après, parfois, tu te fais complètement happer et voilà, et tant mieux. Enfin, je pense que si ça reste une rencontre, il y a quelque chose qui n'est pas mesurable. Et donc, dans ce diaphragme, j'ouvre, je ferme, il y a quelque chose que je ne fais pas volontairement, quelque chose qui se fait. Et après, tu prends ce qui s'est fait.
Ou alors tu décides de faire un autre métier, ou alors tu décides de changer de personnalité. Mais j'ai pas envie de ça. Et je veux pas devenir rigide parce que si tu deviens rigide, bah, tu vas être ce médecin en blouse. Et je pense qu'on devient rigide parce qu'on n'ose pas exprimer son émotion ou parce que si on s'expose, on ne sait pas comment réparer. Et en fait, au long de moi, presque 25 ans maintenant, je crois que j'ai essayé toujours. D'abord, on m'a appris très jeune à réparer, parce que vraiment, nous, on avait des psychiatres avec nous. Hein. Moi, j'ai fait de la pédiatrie cancéro, j'ai fait de l'hématopédiatrie. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse traverser ça sans être entouré par des psychiatres ou des psychologues. Et du coup, j'ai appris très tôt ce cheminement. Je donne, je répare, je donne, je répare. Et donc, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas meilleure que d'autres, mais au moins, j'espère que... Je ne sais pas quand je finirai ma carrière de médecin oncologue et en soins palliatifs, mais au moins, j'espère que je finirai pas carapassonnée, quoi. Quel rôle elle a, la blouse blanche pour toi à l'hôpital? Déjà, est-ce que tu la portes? Je la porte souvent. Oui. Pas tout le temps? Pas tout le temps, mais souvent. Oui. Quasiment tout le temps. Parfois en garde, j'oublie, mais je la porte très souvent. Parfois, je l'enlève dans certains entretiens. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, quand un malade est rentré ou juste avant qu'il rentre, je l'accroche sur ma chaise. Après, blouse ou pas blouse, parfois, alors là, il y a eu la pandémie, mais on a aussi une proximité très physique. C'est-à-dire que la meilleure façon de consoler quelqu'un, c'est de le prendre dans tes bras, quoi, point. Il n'y a pas toujours un mot, il n'y a pas toujours un silence, il y a des choses qui ne pourront jamais consoler, puis de toute façon, il y a des choses qui sont inconsolables. Mais même si c'est inconsolable, être pris dans les bras, ça console. Un peu. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui fait que... Ouais, la blouse... En revanche, clairement, oui, elle peut mettre une distance. Plus que la blouse, je pense que c'est le bureau qui met la distance. Donc déjà, même si tu as la blouse, mais que tu es sur la chaise à côté, il y a un peu moins la blouse. Voilà. Et par exemple, là, j'ai vécu il n'y a pas longtemps une situation assez complexe, difficile, mais j'étais contente d'être là. J'étais en garde avec une famille que je connaissais bien. Et quand je suis remontée de ma chambre au service où il fallait que je les voie, j'ai pas mis la blouse. Et je suis redescendue la chercher. Parce que là, je me suis dit, il faut que je monte en blouse. C'est-à-dire que c'était hyper intense. Et dans toutes ces notions d'émotion, d'affectif, alors voilà, transfert contre transfert, voilà, toutes ces choses-là complexes, mais qui sont transparentes quand on travaille comme ça. Et bien là, je me suis dit, je ne peux pas monter sans ma blouse. Donc, je suis montée avec ma blouse. Et je pense que c'était important. Donc, elle a quand même un rôle particulier. Elle a un rôle, ouais, bien sûr. Alors, on a parlé de soins de confort, on a parlé de souffrance, de douleur. On se rapproche de la fin de vie et on se rapproche aussi des problématiques actuelles pour recoller un peu aussi avec l'actualité, puisque comme tu es là, on donne pas souvent la parole, je trouve, aux médecins de soins palliatifs. Merci. Donc on est content de t'entendre aujourd'hui et notamment peut-être exprimer sur le sujet de l'euthanasie. Alors c'est très complexe, c'est très vaste. Est-ce que déjà tu aurais quelque chose à dire à ce sujet-là, juste sans que je te pose de questions particulières? J'aurais probablement deux choses à dire. Je pense que la loi Leonetti-Claes, comme elle est aujourd'hui, si elle est bien comprise et si elle est appliquée, elle nous permet déjà d'accompagner beaucoup nos malades. Donc ça, pour moi, c'est un temps fort de penser qu'on n'a pas forcément besoin de la revoir. On a déjà besoin de savoir comment elle est utilisée avant de penser à l'étape d'après, s'il doit y avoir une étape d'après. Et puis après, si je devais dire une seule chose sur l'euthanasie, c'est que... Je ne peux pas être ni pour ni contre, mais je ne suis pas certaine que ça fasse partie de la médecine. C'est-à-dire que je pense que ça peut faire partie d'autres choses, d'un accompagnement humain, d'associatif, de tout ce qu'on veut, que ça peut être possible et non pénalisé. C'est encore un autre débat. C'est une façon d'envisager la mort donnée par des hommes dans une société, c'est quand même pas rien, mais que c'est pas forcément à mettre dans la médecine. Ça peut exister dans une société de façon ouverte et légale, dépénalisée, mais j'ai du mal à penser qu'on peut commencer à le donner comme une obligation à des médecins. Voilà, c'est surtout ce que j'aurais envie de dire. Merci pour ta réponse, Elisabeth. Enfin, aurais-tu un conseil de vie à nous donner? Préparer le pire et espérer toujours le meilleur. Faire la fête, aimer très fort. Oui, le conseil de vie, c'est aimer. Aimer et ne pas se mentir. Et ça demande beaucoup d'efforts. C'est-à-dire ? Essayer quand on agit quelque chose, de ne pas se mentir à soi-même sur nos motivations. Je pense que ça, c'est un conseil de vie. C'est d'être le plus possible conscient. Alors évidemment, un psychiatre qui m'entendrait sourirait. Mais le plus possible, je ne dis pas que je suis... Voilà, mais le plus possible, d'essayer de marcher sur son chemin, quoi, pas à côté de son chemin. Voilà, ça pour moi, c'est un vrai conseil de vie.
Même si marcher sur son chemin est exigeant, douloureux, difficile, demande des ruptures, des aménagements. Enfin voilà, marcher sur son chemin n'est pas simple, mais marcher à côté est très dangereux. Merci beaucoup Elisabeth, c'était vraiment passionnant comme histoire et puis très touchant également. Merci beaucoup d'avoir répondu vraiment à l'appel de Anecdoc. Et puis on se revoit bientôt, j'espère, dans la pratique de la médecine. Merci beaucoup de cette possibilité. Anecdoc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine anecdote. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook, anecdoc_podcast, pour vous tenir au courant des news du podcast, du thème du prochain épisode et en apprendre plus sur nos invités. Vous pouvez également nous soutenir en partageant le podcast. À bientôt sur Anecdoc.